amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous les trois au cinéma. Bonjour Frédéric, bonjour Maxime. Bonjour Anne. Alors, nous allons voir le nouveau Lelouch. Ah non, à mon avis, non, pas aller le voir. Oui. Qui s'appelle Chacun sa vie, oui. Et qui pour moi aurait pu s'appeler Chacun s'emmerde, parce que clairement, donc je suis désolé, mais c'est... En fait, nous en parlions avec Frédéric au maquillage, puisque nous sommes maquillés comme des voitures volées. Ce film est un nanar, mais vulgaire. Ah, c'est vulgaire. Parce que comme disait De Gaulle, la vieillesse est un naufrage. Et je pense que M. Lelouch, qui commence à avoir un certain âge, est un naufragé aussi, parce qu'il donne un petit peu dans le graveleux. Hein, vous voyez un petit peu le vieillard libidineux. Parce que oui, parce que lui, il parle d'habitude d'amour. Bon, il a commencé avec Un homme et une femme, il a une production énorme, avec des films très bons, des films moyens, des films ratés. Mais dans tous ces films, même les films ratés, il y avait toujours des séquences extraordinaires, comme Itinéraire d'un enfant gâté, Belmondo, et ça m'échappe, bon, enfin bref, tout ça c'était... Et là, quand on voit une scène, dès le départ, où on voit la jeune femme qui rentre chez elle, et puis elle voit son mari qui se fait nettoyer le dos par un PD, qui est, etc., etc. Alors ça, bon. Et puis ensuite une scène pas mal aussi, vous avez, parce qu'il a fait appel à tous les petits copains, on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas s'il les a payés ou pas, mais ça à mon avis c'est pour avoir des gens, parce que vous avez un casting, je veux dire, il y a 15 noms. Ah non, mais il y a Johnny Hallyday, vous avez 15 noms connus, il est allé Mizrahi, il est allé reprendre, Vanessa Demouy, la petite qui faisait une petite carrière à M6 en montrant ses seins, vous avez Rufus, vous voyez, toute une série de gens comme ça. Bon, ça c'est parce que quand on met ça, les gens se disent, oh là là, je vais aller voir un tel au cinéma, donc ça sent un peu le gros investissement sur le casting. Mais en général, vous savez, comme disait mon prof, je ne sais pas s'ils sont bien payés. Pot de banane dans une flaque d'huile. Quand vous voyez un casting comme celui-là, vous pouvez vous dire pot de banane dans une flaque d'huile. Et en l'occurrence, attention, c'était mérité. Pot de banane dans une plaque d'huile. Dans une flaque d'huile. Et alors cette scène-là, pour vous montrer que c'est vraiment il donne dans le graveleux, vous avez un jeune qui est dans une voiture de sport, il est avec soi-disant sa fiancée, etc., etc. Fellation dans la voiture, ils sont arrêtés par les flics, et évidemment, il négocie avec les flics, et puis le flic rentre dans la voiture, fellation avec le flic. Mais oui, voilà, c'est là où il en est arrivé. C'est lourd alors, oui. Ah, c'est vraiment lourdingue, mais surtout, c'est la conception du film. C'est une espèce de chose chorale, avec des événements, des gens... D'abord, ça démarre par un petit sermon de Dupond-Moretti, hein. Bon, le fameux pénaliste connu, qui dit, oui, bon, d'accord, tous les gens ont des histoires, des machins, ça n'a aucun intérêt. Et puis, alors, je vous dis, voilà, elle rentre, elle voit ça, alors elle n'est pas bien, elle se met à la fenêtre, on ne sait pas si ensuite elle s'est suicidée ou elle a un étourdissement, elle tombe sur une capote de 2 chevaux, donc elle n'est pas morte, donc elle va à l'hôpital, c'est un petit peu blessée, mais là il y a quelqu'un qui a eu un petit ennui cardiaque qui est là, qui se retrouve à l'hôpital avec elle, donc ils se connaissent. Tout ça, c'est une espèce de méli-mélo de trucs absolument invraisemblables. On, excusez-moi, s'ennuie. Vous avez compris ce que je voulais dire, mais sans on voit la différence d'expression entre vous et Maxime. On s'ennuie. J'ai mis les pieds dans le plat tout de suite, parce que c'est vrai que c'est un film un petit peu aguicheur. On se dit quand même que Lelouch a fait des bonnes choses, a fait des choses excellentes, que le casting n'est pas mal. Ça reprend un peu la trame de ce film avec Lucchini. Vous savez, on suivait un procès qui était sorti l'année dernière, qui s'appelait L'Hermine. Donc on se dit, bon, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus enjoué, peut-être un petit peu plus baroque à la Lelouch, et plouf. D'accord. Bon. Et plouf. Donc non seulement on l'évite au cinéma, mais on peut l'éviter aussi en DVD, en rediffusion. Ah oui, ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'il n'a plus rien à dire. C'est dommage, parce que Lelouch, pour moi, est quelqu'un qui est un grand du cinéma, indiscutablement. Il est très spécial dans le cinéma français, mais Lelouch est un formidable metteur en scène. Il l'a montré aussi avec sa façon de tourner, quand il faisait ses séquences avec les caméras à l'épaule, etc. Il l'a inventé. Moi, j'ai des amis qui ont tourné avec lui, qui m'ont expliqué que c'était extraordinaire, quoi. On leur donnait la nuit le script, le scénario qu'ils devaient apprendre, et puis le lendemain matin, sur le tournage, à 9h du matin, ils disaient « Non, non, tu oublies tout, tu improvises ». Non, oui, c'est un type un peu génial aussi, d'une certaine façon, mais là, bah oui, je crois qu'il a fait rien à dire. Une photographie qui était parfois formidable. C'est le film de trop. Puis je crois quand même qu'il y a un petit problème dans actuellement, que ce soit sur les affiches de publicité ou dans le cinéma, c'est que la sexe machine s'affole un peu, je trouve.
Il faut mettre du sexe partout. Pour que lui fasse ça, je veux dire, voilà. C'est un peu fatigant. Ah oui, c'est très fatigant. Pour ne pas dire lassant. Ça donne envie d'être asexué. Un pur esprit. Je vous vois, Frédéric, en pur esprit. Bon, alors, ou un dieu. Nous passons à... Un dieu païen, parce qu'eux, au moins, ils savaient quoi faire. Un dieu païen, absolument. Avec notre amie Cheyenne Marie Caron. Alors, vous avez vu La morsure des dieux, qui sort cette semaine au cinéma. Alors, moi, je l'ai vu en DVD, oui. donc sur mon écran d'ordinateur, ce qui, évidemment, est moins bien pour les très, 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 très beaux paysages. Ah oui, vous n'avez pas d'écran de télé ou une grande... J'ai un écran d'ordinateur, je n'ai pas une grande télé. Je vais vous faire une confidence. Un grand ordinateur. Non, et je ne paye pas la redevance puisque je n'ai pas la télévision. Voilà, comme ça, c'est la télévision choisie. C'est bien, mais pour le film de Cheyenne Marie Caron, c'est un peu dommage. Eh bien, il ne fallait pas la regarder sur ta montre télé. Non, on n'est pas là. Mais nos amis de TV Liberté, qui ont parfois chez eux des rétroprojecteurs, pourront le regarder avec un bon équipement, parce que c'est un film qui, pour le coup, mérite qu'on le voie. Alors, c'est évidemment toujours une histoire religieuse, parce qu'avec Cheyenne Caron, on est dans la question spirituelle qui, par les temps qui courent, fait quand même plutôt du bien. Et donc là, on a déjà dit la semaine dernière quelle était l'histoire. Hein. Donc c'est l'histoire d'un jeune agriculteur du Pays Basque qui, en gros, essaye de s'en sortir confronté à une série d'épreuves, et notamment au fait que il n'arrive pas à gagner sa vie à travers son exploitation, ce qui est une réalité d'une partie du monde agricole français aujourd'hui. Et puis une histoire d'amour qui va lui permettre évidemment d'approcher du monde chrétien. Parce que la jeune fille en question est catholique, tandis que lui, évidemment, est païen. Il y a d'ailleurs, tout au long du film, on voit ces personnages ensemble, et lui a systématiquement sur lui la petite médaille celtique, puisque les Basques sont celtes, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est un peuple celte, tandis qu'elle a sa croix, systématiquement. Elle, la croix en or, lui, la croix celtique, mais ils s'entendent merveilleusement. Ils s'entendent merveilleusement. Ils s'écoutent, parce que ça aussi, c'est dans l'idée de Cheyenne Caron. Absolument. C'est de développer l'écoute. Ce qui est quand même rarissime. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont pour le coup très Cheyenne Caron, c'est-à-dire que d'abord il y a des moments de silence qui sont assez importants, des moments de silence avec des plans fixes sur un paysage ou sur une personne, etc. Ça, elle aime ça, ce qui à mon avis est un peu... Avec des voix off. Avec souvent des voix off. C'est à mon avis un biais parce que ça donne de la longueur au film et de la lenteur au film, et donc on a toujours tendance à se dire que ces films sont trop lents dans un monde... Oui, mais alors ça, Maxime, c'est pas que les films sont trop lents, c'est vous qui allez voir trop de films américains avec... C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Dans un monde où on nous habitue à des scénarios où le suspense est permanent, où le rythme est accéléré. Donc, Cheyenne Caron nous offre toujours une vision totalement différente du cinéma. C'est des films japonais. Tout à fait. Elle est plutôt dans l'esprit des films japonais. Alors, il y a certains passages qui sont quand même, pour moi, presque de l'ordre du reportage de France 3, notamment le moment sur le marché, ou le moment où il y a l'échange avec l'élu qui, en gros, lui explique qu'on va monter une espèce de petite coopérative où on va vendre les petits produits de la ferme. Bon, en l'occurrence, ça ne marche pas, ce qui est, à mon avis, un peu étonnant, mais enfin, c'est comme ça. C'est des moments qui, à mon avis, fonctionnent un peu moins bien. En revanche, son cinéma est bon, justement, quand elle est dans la dimension spirituelle des personnages, quand elle est même dans des personnages qui sont seuls ou perdus dans la nature, ce qui est l'affiche du film. Là, elle est bonne, là, elle fait de belles images, et là, on a envie de marcher avec elle. Et bon, moi, je trouve que le film fonctionne plutôt bien. C'est le même héros, donc celui qui cherche sa voie, que celui qui jouait dans le film précédent. Donc, dans le film précédent, évidemment, il jouait un intégriste islamiste qui se convertit, ou en tout cas qui, à la fin, revient trouve à sa foi. La foi qui était la sienne au départ, c'est-à-dire la foi chrétienne. Ici, c'est un homme qui trouve évidemment la foi, confronté à un certain nombre de difficultés. C'est un beau film, pour moi un petit peu long, même si il y a des choses... qui sont parfois moins crédibles. Enfin, moi, je trouvais que le côté l'agriculteur qui est quand même jeune, assez beau gosse, qui fait de la moto avec son blouson en cuir. Enfin, il y a un petit côté Lucky Luke des temps modernes. Alors, il n'est pas justicier, mais enfin, il est seul, il est tout le temps à moto. On ne le voit pas d'ailleurs beaucoup dans sa ferme. Il est plus souvent en train de discuter avec les autres qu'en train de travailler. Donc, bon. Mais il n'a pas un autre métier? Il vend des motos ou des choses comme ça? Non, pas du tout. Il ne vend pas de moto. Non, et on le voit confronté en fait aux problématiques qui sont celles
de l'agriculteur aujourd'hui, c'est-à-dire confronté au banquier, confronté à l'acheteur de la grande Est-ce que distribution. ça compte vraiment que la personne soit à moto avec son blouson, etc. Je veux dire, ça permet de voir des très jolies promenades dans la, voilà, dans, parce que dans la la région. crédibilité, c'est comme vous voyez la plupart des films où les gens... C'est un jeune d'aujourd'hui. Où les gens, de toute façon, vous le voyez partout, ils descendent, même ceux qui ont petit avocat, machin, etc., ils ont toujours des super voitures, ils descendent dans les grands hôtels, etc. C'est super crédible, ils sont tous milliardaires, les gens. Oui, oui, absolument. Bon, mais là il y a quand même de la crédibilité, il y a des scènes vraiment du quotidien. Néanmoins, bon, il y a aussi beaucoup de scènes où le héros est à moto. Alors c'est manifestement des scènes d'introspection, hein, c'est-à-dire qu'en même temps on sent qu'il réfléchit avec une pensée sur l'affiliation, sur les devoirs et aussi. ça permet de faire défiler les paysages. Voilà, comme les ils sont devoirs merveilleux de cette filiation. voir. Et notamment, le film commence aussi sur l'attachement à la terre. Hein. C'est les premiers mots du film. Voilà, ma terre, oui. celle sur laquelle... C'est à voir, et il faut voir aussi le film de Patrick Buisson sur la chaîne Histoire. Je pense qu'il va y avoir bientôt des DVD de ce film qui est un très très beau documentaire sur la fin de la paysannerie française. L'une des belles scènes, je trouve, c'est quand par Patrick Buisson. C'est lui-même qui l'a fait, parce que oui. lui, il est à la tête de la chaîne, mais c'est lui qui l'a fait. L'une des belles scènes de La morsure des dieux, c'est cette extraordinaire scène testamentaire, d'héritage entre le vieil ami du jeune qui sait qu'il va mourir et qui lui donne ses médailles, et les médailles de son père. Absolument. Il s'inscrit dans une transmission. C'est magnifique. C'est vraiment... C'est pour ça que c'est un film à voir avec de grands adolescents. Absolument. Parce que mais c'est un film qui en fait pose plusieurs questions, c'est-à-dire que Cheyenne Caron nous habitue sur le sujet de la spiritualité, donc d'une certaine manière, en allant voir son film, on s'attend à trouver un sujet qui est proche de la conversion. Mais en réalité, pour moi, le vrai sujet, c'est celui de la transmission, c'est la transmission de la terre, de la transmission de la terre en tant que propriété, c'est-à-dire c'est la terre de mes ancêtres et je l'hérite, mais aussi en tant que valorisation. Hein, je poursuis l'activité de mes ancêtres et d'une certaine manière, le cycle ne s'arrête pas et je maintiens, et ça peut être vrai sur la question du patrimoine par exemple, je garde la maison de mes ancêtres, etc. Ou bien je garde l'église qu'ont construit nos ancêtres, ou bien je continue d'exploiter selon des méthodes qui peuvent évoluer bien sûr, mais la terre de mes ancêtres en la respectant et en conservant cette mémoire de la basquitude, pour parler à la Ségolène Royal. Mais c'est vraiment un beau film. Merci Maxime, vous dites exactement ce qu'il fallait dire. Ah ben c'est bien. Je voulais signaler différentes choses pour ceux qui ont la chance d'habiter Paris. Je dis la chance sur le plan cinématographique, parce que pas toujours une pour chance le reste, d'habiter Paris. C'est pas évident. Parce que c'est quand même la ville au monde qui a le plus de cinéma, qui a le plus de cinéma d'art et essai. Alors je reviens au cinéma d'art et essai. Dans le quartier latin, si vous avez la rue Champollion, vous pouvez y aller. Vous avez une rétrospective d'Ingmar Bergman, pour moi un des plus grands cinéastes au monde, qui faisait que des films, enfin beaucoup de films en noir et blanc, mais quand vous pensez au Sourire d'une nuit d'été, à La Source, Les Fraises sauvages, Le Septième Saut, ce sont des merveilles. Et là-dedans, il y a très peu de déchets, très peu de déchets. Alors évidemment, ça s'adresse... Ce ne sont pas des films commerciaux, ce sont des films plutôt psychologiques, d'études, souvent des rapports dans les familles, des rapports hommes-femmes. C'est quand même le seul metteur en scène qui a donné des rôles extraordinaires à des femmes. C'est le seul. Vraiment pas des femmes qui sont là avec une mitraillette, qui font les nanars pour imiter les hommes. Vraiment des choses psychologiques qui sont très fortes. Donc je recommande aux gens, ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas, aller voir ça. Vous avez aussi un film original qui était assez intéressant, c'est La Vengeance aux deux visages, parce que c'est le seul film qui a été mis en scène par Marlon Brando. Et puis, c'est à peu près tout, sauf que vous avez aussi le Docteur Mabuse. Évidemment. Que tu allais revoir et dont tu peux nous en dire un mot. Absolument, parce qu'il s'avère que les sorties cinématographiques de la semaine n'étaient quand même pas d'une richesse intellectuelle. Sage-femme, ça ne vous a pas attiré? Non, ça ne m'a pas attiré. Non, ça ne m'a pas donné de sagesse. Le pathos, je l'ai laissé à la maison. Et Karishmaki
Kaurismäki, mais non, parce que Kaurismäki, je veux dire, il est toujours très orienté. Alors moi, j'en ai marre de ces films de propagande. Je sais que c'est un metteur en scène que j'aime bien parce qu'il sait faire du cinéma Vous ne voulez pas indiscutablement. accueillir Je ne veux pas non plus le avoir migrant. le migrant qui est là, qui est la personne qu'il faut aider, etc. Ce qu'on appelle migrant, qui est 9 fois sur 10 un clandestin, c'est-à-dire un délinquant, C'est parce pas qu'il bien. rentre dans un C'est pays pas sans bien, respecter les Frédéric. lois. Donc, et on va faire de la pub sans arrêt pour ça. Il y a D'ailleurs, trop de il le films dit. là-dessus. Il le dit. Mais il assume. Il l'a écrit. Je fais ce film pour changer les opinions. Voilà. Ce sont des films de Est-ce que propagande. le cinéma ça, est fait pour nous faire changer nos cervelles? On a le droit, mais Oui, à sens enfin, unique, j'en ai assez. Parce que fatigue. si vous faites un film en montrant aussi la réalité des migrants qui sont complètement déracinés, et puis Là, il est interdit. Oui, et puis les petits viols, les machins à droite et à gauche, ils Là, peuvent il se est passer, interdit, les délinquants. Quand vous voyez les résultats en Suède, etc., ou même officiellement, là, ils ont le courage de dire les délinquants, c'est 80% de gens qui sont halogènes, etc. Ben là, en France, il sera interdit, il ne sortira pas. Alors, Vous avez le vu jour Je où n'ai on qu'une pourra chose à faire dire. ça, Pas d'amalgame. oui. Donc on pourra faire ça le jour où toutes les opinions pourraient être présentes à l'écran. Absolument. Absolument. Et donc le docteur Mabuse. Alors, le docteur Maxime. Mabuse, le diabolique docteur Mabuse. c'est un film. Rappelez-nous l'histoire. Alors, je vais avoir. Donc, c'est un film de Fritz Lang, qui date des années 60, et qui se passe en Allemagne de l'Ouest, qui est donc un film en allemand. Donc, c'est pas si souvent que ça qu'on a la chance de voir un vieux et bon film en allemand. Avant qu'ils partent aux États-Unis. Pour ce qui peut offrir le avant qu'ils nazisme. partent aux États-Unis. C'est là où les Américains, malheureusement, ont pris toute une série de metteurs en scène ou juifs, ou allemands juifs, Oui, ou non juifs, et se sont gorgés de Donc toutes c'est nos pas élites. Parce que 1960, c'était. c'est plutôt- Si, Pabst, non, mais c'est un comme film Pabst, tous qui- ces gens-là, il enfin, est des déjà gens aux États-Unis. extraordinaires. Ah, il est déjà aux raconte un États-Unis, film oui, ok. américain. Donc, en fait, c'est un film qui raconte plusieurs histoires en même temps. C'est d'abord une enquête policière, puisque le film commence avec un journaliste qui est assassiné dans sa voiture, avec une arme qui est une arme secrète, unique, dont on attribue l'origine à un mystérieux docteur Mabuse qui serait mort dans les années 30, mais qu'on croit pouvoir être toujours vivant et qui aurait traîné dans toute une sorte de complot qu'il aurait écrit dans un livre visant en gros à détruire l'humanité. Je schématise. Et surgissent un certain nombre de personnages. Donc on suit évidemment le commissaire de police qui cherche à élucider ce meurtre. On a un voyant, on a un homme d'affaires américain qui arrive, qui va sauver une jeune fille du suicide. Et puis petit à petit, des faisceaux d'indices nous rattachent à un hôtel, qui est l'hôtel Luxor, où habite une partie de ces gens-là. Et on voit qu'un certain nombre de crimes ou de choses étonnantes se sont produits visant des gens qui habitent ou ont vécu dans cet hôtel Luxor, dont on comprend en fait qu'il a été bâti par les nazis, qui cherchaient à rassembler toute l'élite internationale dans le même hôtel pour pouvoir les surveiller. Donc on comprend en fait qu'un réseau d'espionnage est en place dans cet hôtel. Donc toute l'intrigue va consister à déjouer ce réseau d'espionnage sur fond de différentes petites enquêtes et de personnages assez savoureux, notamment le commissaire de police, mais aussi on aura un détective d'Interpol dont on ne sait pas qui il est jusqu'au dénouement final. On va avoir une jeune fille qui cherche à se suicider et qui peut-être pourrait être plus que ça. On a cet homme d'affaires américain, on a un voyant un peu louche, aveugle, qui fait des prédictions tout de même assez étonnantes. Et on a un assureur un peu rondouillard, un peu à la Tintin, voilà, qui est lui aussi assez savoureux. Donc on suit ces personnages et je dois dire que l'intrigue se met en place de façon progressive. Moi j'ai marché, mais alors comme un enfant. Et l'image est toujours réussie chez Fritz Lang. L'image est réussie. Alors évidemment, c'est un film en noir et blanc. Eh oui, mais c'est pour ça qu'elle est réussie. Il y avait une atmosphère angoissante ou... Avec une atmosphère qui n'est pas véritablement angoissante. Disons qu'il y a des scènes parfaitement normales. Donc le commissaire de police va être lui-même victime d'un attentat. Il y a ensuite une scène de réunion donc chez cette espèce de voyant où tout le monde s'assemble dans une pièce sombre, un peu étonnante, avec évidemment encore une fois une tentative de meurtre, hein, bien entendu, donc dans des décors assez sombres. Les
scènes à l'hôtel sont tout à fait bien aussi. Et puis une course-poursuite finale, évidemment, en vieille voiture pour rattraper le grand méchant. Bon, tout ça fonctionne évidemment très bien. Hein, je vous rassure, à la fin, les gentils s'en sortent, l'amour triomphe. Enfin, on est quand même dans un film de cette époque-là. Il ne faut pas oublier que ce metteur en scène était quand même un des pionniers aussi de l'expressionnisme allemand, de tout un courant, et qu'il a fait des choses merveilleuses. Donc je pense que c'est un film à voir. Je l'ai vu, mais je ne me souviens plus. Mais... Et donc je ne dévoile pas l'intrigue qui en fait consiste à savoir si c'est le docteur Mabuse qui est derrière tout ça. A-t-il survécu? Survit-il à la fin du film? Évidemment, il faut aller le voir pour le savoir, mais c'est vraiment un bon film policier, ça fonctionne bien, tous les grands classiques, enfin tous les éléments de base, si j'ose dire, du film policier, avec cette histoire d'amour, avec ces personnages dont on ne sait pas tellement qui ils sont et qui se dévoilent petit à petit, avec une dimension un peu ésotérique, avec un peu de course-poursuite, avec de l'espionnage, avec une dimension internationale, avec de l'amour, avec de l'argent. Bref. Sans abus, il n'abuse pas. Il n'y a pas d'abus, il n'y a évidemment pas de scène de sexe. Merci. Donc c'est un film qui est rassurant et on passe un très bon moment, même si le fait que ce soit en allemand est un peu déroutant au tout départ. Merci beaucoup Maxime. Donc notre récolte est maigre mais riche en même temps. La morsure des dieux, qui, je vous rassure, reviendra en 3e émission la semaine prochaine, puisqu'on va passer notre DVD à Frédéric. Exactement. Et nous aurons l'avis de Frédéric la semaine prochaine. En tout cas, il se donne déjà, on peut déjà le télécharger sur Internet. Et puis, donc, ce festival... Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, ça, je pense que c'est toujours très, très beau, ça, oui. Et le docteur Mabuse qui se donne aussi au Champollion. Donc cette semaine, on peut prendre... et rue Champollion aussi, vous avez La vengeance aux 2 visages. C'est quand même très intéressant parce que c'est la mise en scène de Marlon Brando qui était quand même un monstre. Donc on peut prendre carrément un carnet de 10 tickets au Champeau et y aller avec 5 ou 9 amis. Et on peut... Ah oui, tu fais ça, toi. Pourquoi pas. Achète un petit roublard. Et merci beaucoup à tous les deux. Oui, et puis on évite totalement le film de Lelouch. Et on évite le film de Lelouch. Merci beaucoup à tous les deux et à la semaine prochaine. Amis de TV Liberté, à très vite. Je voudrais dire que saluer les téléspectateurs de Saône-et-Loire et que j'ai rencontrés ce week-end, parce que je peux vous dire que nos conversations sur le cinéma, même si les films dont nous parlons n'atteignent pas la province profonde, les campagnes. Ils sont quand même très contents qu'on en parle parce que... Et pour les voir chez eux. C'est pour ça que je parlais, parce que ça peut passer à la télé, donc ils se souviendront en disant on m'a dit que c'était bien. Et on peut télécharger, c'est pour ça qu'il faut que Maxime, on se cotise pour que vous ayez un plus grand écran. Avis de TV Liberté, à la semaine prochaine. TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Jean-Paul Martin. Bonjour Jean-Paul Martin. Bonjour Anne. Pour un très très beau livre. Ce n'est pas un livre de poche. C'est un livre... comment est-ce qu'on appelle ça? Un livre... le vocabulaire est un peu prétentieux, on parle de livre de bibliophilie, mais la bibliophilie, ça veut tout dire et rien dire. Sur un texte très ancien, le dit du prince Igor. Alors, déjà, la couverture est somptueuse, cette couleur bleu canard et cette... Ce sont des émaux, c'est un émail. Un émail qui représente bien sûr une église orthodoxe. Et ces 2 personnages ailés, qui sont des anges, ou qui sont oui, tout à fait, des anges. Alors, comment est-ce que vous avez rencontré ce prince Igor, Jean-Paul Martin? Vous êtes un spécialiste de bibliophilie, vous faites éditer des grands ouvrages? C'est une bonne question, comme toujours, vous posez toujours des bonnes questions. Un livre de cette qualité-là, c'est un ouvrage collectif.
Oui. Donc beaucoup de personnes auraient de la légitimité pour venir en parler. Les concepteurs, l'illustrateur qui n'est plus de ce monde, les artisans qui y ont participé, etc. Pierre Joubert. L'illustrateur Pierre Joubert. Et donc moi, je vais représenter toutes les personnes qui l'ont inventé, qui y ont participé. L'idée, avec Pierre Joubert, l'éditeur était parti de l'idée de faire un nouveau livre avec Pierre Joubert. Il en avait déjà fait 4. Donc la quête du Graal. Oui. Donc un des thèmes des romans de la Table Ronde, oui. L'histoire des ordres de chevalerie, la légende des Nibelungen, oui. Des sagas islandaises. Donc à force de quitter la France, ils ont cherché un grand texte russe médiéval. Et quand on cherche un grand texte russe médiéval, on tombe obligatoirement sur le dit du prince Igor, qui d'après les spécialistes, ce dont je ne suis pas, se détache vraiment par sa beauté et puis par tous les mystères qui l'entourent. Tous les mystères qui l'entourent, ce texte. Alors c'est la source littéraire de l'opéra de Borodine, entre autres. Dont la musique, le prince Igor, est très très connue. Alors, qui est ce prince Igor, Jean-Paul Martin? Alors, il est connu, il a existé, il est connu par des chroniques qui, elles, ne posent aucune difficulté quant à l'authenticité. Ce qui pose plus de problèmes, c'est le texte que vous êtes en train de lire, qui a été découvert tardivement. Il a été découvert dans un monastère d'une ville de l'Anneau d'Or qui s'appelle Yaroslav, qui est à 250 km au nord-est de Moscou, dans un monastère, le monastère de la Transfiguration. Le découvreur était le comte Moussin Pouchkine, qui était un grand collectionneur et qui, par courtoisie vis-à-vis de sa reine, de Catherine II, de sa tsarine, Catherine II, a fait, peu après l'avoir découvert, une copie qu'il a offerte à Catherine II. Et heureusement, puisque sa maison a brûlé. Grâce à l'intervention française et la campagne de 1812. Ah oui. 1812. C'est dans le grand incendie de Moscou que ce document a disparu. Oui, oui. Oui, oui. Alors, dans l'intervalle, il y a eu une première publication, l'édition Princeps de 1800. Et c'est après la disparition du manuscrit, c'est sur cette édition que se sont basés tous les spécialistes de l'époque, y compris le grand Pouchkine qui s'y était intéressé, qui voulait faire une nouvelle traduction. Alors, il faut dire que le texte, c'est en russe médiéval, mais le russe médiéval est beaucoup plus accessible à un lettré russe que ne l'est, par exemple, le vieux français pour nous. Ah oui. Quelqu'un de lettré qui a du vocabulaire peut parfaitement, d'après encore les linguistes, arriver à le comprendre. Donc Pouchkine aurait voulu faire une traduction. Bon, comme vous savez, il est mort jeune, il n'a pas pu le faire. Non. Alors, vous avez un traducteur là qui s'appelle Jean Blancoff. Juste une petite chose, parce qu'il y a le problème de l'authenticité, oui. C'est qu'à ce moment-là, après 1812, donc il n'y a plus le fameux manuscrit qui datait du XVIe siècle, qui n'était pas le manuscrit original, qui était déjà une copie du XVe ou du XVIe siècle. Et il y a cette édition Princeps de 1800. Et puis, et ça a alimenté à nouveau les polémiques sur l'authenticité du texte, la fameuse copie de Catherine II est retrouvée en 1860, dans les années 1860. Oui. Donc, ça a posé problème. Les controverses autour de l'authenticité, elles datent depuis la découverte du manuscrit. Et ça continue maintenant, en s'apaisant
un petit peu, parce qu'il y a eu pas mal de travaux qui venaient à preuve que c'était tout à fait un manuscrit, enfin un texte original du XIIe siècle, qui aurait été composé peu après la campagne d'Igor. Oui, vous me demandiez qui était Igor. Donc Igor, c'est un prince russe qui a voulu, puisque au sud il y avait des invasions de tribus des nomades et des chefs de nomades, notamment Polovst. Les Polovst. Les Polovst. J'arrive jamais à le dire. Les Polovst, non, c'est difficile. Et si on ajoute que la ville dont part Igor s'appelle Poutivl, il faut aussi y arriver. C'est pas forcément facile d'y arriver. Alors, juste pour donner une idée de la façon dont ce texte commence, et c'est vrai qu'il est plein de charme, nous siérait-il pas, frères, d'entonner avec les paroles d'autrefois les pénibles récits de la campagne d'Igor Sviatoslavitch? Entonnons donc ce chant, qu'ils suivent les faits de notre temps et non la fantaisie de Boyan. Car Boyan, le devin, s'il voulait réciter son chant à quelqu'un, s'élançait par la pensée le long de l'arbre, comme un loup gris de par la terre, comme un aigle blanc sous la nuée, car il se rappelait, disait-il, les querelles du temps passé. Alors il lâchait 10 faucons sur un vol de cygne. Celui qui l'atteignait chantait d'abord son chant au vieux Yaroslav, au vaillant Mitslav, qui égorgea Redeya devant les troupes kazoges au beau roman Sviatoslavitch. On est tout de suite pris par le texte. C'est très puissant. C'est très fort, oui. C'est très d'une grande puissant, poésie et d'une grande... Alors, si je vous parle du chant de Roncevaux, qu'est-ce que vous... comme référence ? Encore une fois, c'est un sujet tellement compliqué. Oui. Parce que donc j'ai la chance d'avoir eu pas mal de conversations avec un des grands spécialistes, celui que nous avons choisi, dont nous avons choisi la traduction, qui est le professeur Blancoff de l'Université libre de Bruxelles, oui, qui non seulement est évidemment un linguiste éminent, mais qui aussi a d'autres territoires intellectuels qui l'ont intéressé, notamment la poésie. Donc c'est pas toujours fréquent chez les savants. Oui. Et il était très ami avec Maurice Carême. Ah oui. Il était très ami avec Maurice Carême et il a raconté une anecdote amusante. C'est que Maurice Carême, quand il avait terminé une poésie, lui envoyait en lui disant « écoutez, corrigez-la si vous voyez de matière à correction ». Ah oui. Donc, Maurice Carême a complètement disparu des écrans, mais c'est vraiment un grand, grand poète. Il était aussi archéologue. Ah oui. Il est aussi archéologue et il a été appelé à participer, parce que même du temps du rideau de fer, il y avait des échanges entre savants. Et il a participé à des fouilles à Novgorod depuis les années 50. Ouais. Novgorod la Grande, Novgorod au sud de Saint-Pétersbourg, ouais, où ils ont fait une découverte unique au monde avec des lettres sur écorce de bouleau qui sont conservées, probablement parce que c'était des terrains marécageux. Et que les lettres ont été ainsi conservées. Ils ont trouvé plus de 1000 lettres. Mais alors sur des arbres plantés encore ? Non. On se servait comme support, comme dans d'autres cas on peut se servir de papyrus, oui, ou de parchemin. Ils se servaient d'écorce de bouleau et ils écrivaient au poinçon, oui, pas du tout à l'encre. C'était au poinçon. En fait, c'est gravé. Ah, ce sont des textes gravés. Oui. Et c'est un des éléments qui fait qu'il a trouvé une preuve de l'authenticité dit de la campagne d'Igor. Les grands arguments des détracteurs du texte, c'était que certaines expressions étaient, selon eux, tardives. C'est-à-dire, ils pensaient que c'était du XIVe, du XVe ou du XVIe siècle, mais qu'en aucun cas, ça ne pouvait avoir été utilisé au XIIe. Or, il a trouvé sur ces lettres en écorce de bouleau, oui, une des expressions qui était incriminée. Et comme ce sont des lettres qui datent du XIIe, c'était la preuve c'était la preuve pour l'authenticité du texte. Alors, autre joie de ce livre, les illustrations de Pierre Joubert,
Comment est-ce que vous êtes... qui a choisi Pierre Joubert? Comment ça s'est fait? Comme je vous l'ai dit au départ, l'idée c'était de faire un livre avec Pierre Joubert, oui, et c'était de le mettre en relation avec un texte qui lui plaise. Oui. Et comme il aimait beaucoup tout ce qui touchait à la chevalerie, et il a été évidemment très intéressé par ce texte qui lui faisait découvrir des horizons nouveaux. C'est vrai que Pierre Joubert est un... Il y a un livre consacré à... Alors, c'est vrai qu'on peut recommander celui-ci. Souvenir en vrac et tous les dessins. C'est un texte de Pierre Joubert, autobiographique, oui, qui est édité qui est réédité régulièrement par les éditions de La Haye de Sens, oui, qui sont spécialisées dans les rééditions des livres de Pierre Joubert, oui, Les signes de piste et d'ailleurs, la directrice des éditions de La Haye a été invitée dans une autre émission sur TV Liberté. Alors, comment est-ce que Pierre Joubert a fait? Donc, il a donné ses aquarelles. Alors, Pierre Joubert s'imprègne du texte, oui, et puis après, il fournit des aquarelles originales. Oui. À partir de ces aquarelles originales, l'idée, dans un livre de qualité, c'est de les reproduire avec des matières nobles et non pas des encres d'imprimerie. C'est reproduit avec de l'aquarelle et de la gouache, voilà, essentiellement de la gouache. Alors, pour ce faire, oui, donc, on demande, c'est un exemple, mais c'est pas sorti d'une illustration de Pierre Joubert, on demande à l'artiste de surtout ne pas mettre en couleur son trait, de terminer son dessin, parce qu'on va se servir du dessin, comme c'était le cas ici, vous voyez, pour découper le pochoir qui est en zinc. Donc il faut absolument pouvoir découper sur se servir du dessin pour avoir un trait qui soit juste. Oui, on le voit bien. Ici, on le voit très bien. Vous voyez, ici, vous avez la personne qui fait la découpe. Oui, oui. Donc, il y a une sorte de scalpel dans les mains qui découpe une feuille de papier avec une feuille de zinc en dessous. Oui. Une fois que cette feuille de zinc a été préparée, à ce moment-là, la coloriste peut, avec ceci qu'on appelle un pompon, passer la couleur juste. Et pour donner une idée, voici un échantillon d'un certain nombre de couleurs. Et vous remarquez que derrière la coloriste, il y a encore beaucoup de nuances de couleurs. De couleurs, oui, absolument. Alors, qu'est-ce que vous savez des contacts ou des rapports que Pierre Joubert a pu avoir avec ces illustrations si typiques de la Russie? En fait, alors, pourquoi racontez-nous. Pourquoi est-ce que j'ai apporté ceci? C'est pas pour les illustrations de Pierre Joubert, parce que Pierre Joubert, il a voulu faire du Pierre Joubert. Oui. Il a surtout pas voulu copier ce type d'illustration. Non. Ce type d'illustration, ça vient d'une ville qui s'appelle Palek, oui, qui est spécialisée dans la miniature. Je précise, pour les Russes qui vont nous écouter, que je ne prononce pas bien du tout le nom de cette ville, parce que si on parle de Palek à un Russe, ils ne comprennent pas du tout de ce dont il s'agit. Il faut dire Paler. Oui, mais pour la commodité, on va dire Palek. Mais cette façon de peindre s'est répandue sur toutes les petites boîtes que l'on rapporte de Russie. Alors l'histoire, il y a eu un changement après la révolution bolchevique, oui, car cette ville faisait autrefois beaucoup d'icônes. Ah oui. Donc l'icône a été arrêtée et ils se sont reconvertis dans un art profane, et notamment dans des illustrations de livres. Ça, c'est évidemment un facsimilé, je regrette de ne pas avoir l'original, mais c'est un facsimilé d'une illustration des contes de Pouchkine. Bien sûr, oui. Et voilà quelques-uns des exemples de l'illustration. D'une richesse étonnante. Oui. Alors, le but, puis pour revenir à Pierre Joubert, c'était surtout pas que Pierre Joubert veuille... D'autant plus que, de toute façon, c'est exactement le contraire de ce qu'il fait, puisque c'est une illustration sur fond noir, alors que les illustrations de Pierre Joubert sont sur fond clair. Oui, c'est sûr, mais je trouve quand même qu'il y a un esprit... Beaucoup de personnes me l'ont dit. Il y a un esprit nous l'ont dit, c'est vrai. Comme il peint la même réalité, il faut forcément que ce soit un peu pareil. Non, oui, non, mais c'est vrai que ça nous a été dit. Parce que c'est d'une richesse, quand on regarde cette page, qui est donc l'entrée du Presse-Igor. C'est le départ du Prince Igor à la guerre.
Et puis, donc, évidemment, il a fait bénir ses troupes. Ça commence par une cérémonie orthodoxe. Et donc, on est devant la cathédrale de Poutivle. Voilà, on est devant la cathédrale de Poutivle. Alors, il y a quelque chose. Tout commence par une bénédiction chez les Russes. Oui. Et il y a quelque chose qui est encore un élément à preuve. Vous voyez que je suis très attaché à cette histoire d'authenticité du dit, qui est à preuve de l'authenticité du texte. Et c'est dans le prologue de l'opéra de Borodine, il y a une éclipse de soleil. Une éclipse de soleil. Alors dans un texte poétique, on peut se dire que c'est une invention du poète qui a trouvé que ça faisait beau de faire appel aux cieux comme ça. En réalité, elle a été datée par les astronomes et c'est sur les lieux, c'est-à-dire autour de Poutivle, ça a été daté le 1er mai 1185. Ça correspond, d'après les chroniques, effectivement, au départ. C'est une belle histoire. Oui. C'est une belle histoire. Je viens d'apprendre une autre belle histoire, c'est l'érection à Moscou d'une statue en l'honneur de Saint Vladimir, magnifique, une statue monumentale Saint Vladimir étant le fondateur de la Russie, et Saint Vladimir qui tient une croix. On a l'impression que une page est vraiment tournée en Russie. Oui, mais où est-ce qu'ils ont trouvé l'emplacement? Parce que à Moscou, j'y suis allé comme vous, mais il y a beaucoup de Regardez sur sculptures. Internet, regardez, c'est une grande place de Moscou. En fait, Poutine voulait la mettre sur une colline devant l'université, et elle aurait dominé toute la ville. Et là, il y a quelques personnes qui ont dit non, c'est pas possible. Donc elle est revenue, mais dans le centre-ville. C'est quand même tout à fait étonnant. Alors, des couleurs très belles, des couleurs. Et puis cet entourage, comment s'appelle Des rinceaux. Des rinceaux qui sont très anciens eux aussi. Oui, c'est inspiré, ça a été créé par Pierre Joubert aussi. Ça a été créé par Pierre Joubert. Oui, c'est un rinceau mais tout à fait inspiré, oui. Tout à fait inspiré, oui, c'est ça. Oui. On a une impression de vie extraordinaire. On sent le vent, le vent dans les bannières, on sent dans les casques, c'est tout à fait... Et ces chevaux sont extrêmement vivants aussi. Oui. Pierre Joubert, une de ses qualités, c'est que ses illustrations font rêver. On n'est pas enfermé dans cette illustration. C'est un point de départ. Ouais. C'est un point de départ. Et ça, c'est aussi... Et ça, tous les dessins sont de lui. Tous les dessins sont de lui, oui. Et alors, on va entendre... et en français, et puis après en russe, quelques passages de ce beau texte qui a été dit où? Alors, ce sont en fait deux CD rares. Le texte en russe, ça a été une idée du professeur Blankov dans les années 60, où il avait demandé à un poète, Chervinsky, en 1963 exactement, d'enregistrer ce texte, et donc il l'a fait dans ce CD. Et puis, je pense que certainement, vu l'importance du texte en Russie, il doit certainement exister en Russie d'autres enregistrements en russe. En revanche, ça n'avait jamais été enregistré en français. Oui, donc ça c'est une première. Pour la bonne raison qu'il y a eu parmi les professeurs, les mandarins qui dominaient l'université française, un monsieur qui soutenait mordicus que c'était un faux. Oui. Il n'est plus de ce monde, il s'appelait André Mazon. Oui. Et il ne supportait pas que l'un de ses élèves puisse considérer que ce texte soit authentique, à telle enseigne qu'il a même brisé la carrière universitaire de certains de ses élèves qui voulaient s'intéresser de trop près à ce texte. Donc ce qui fait que quelqu'un qui a fait ses humanités russes en France
ne s'intéresse pas particulièrement à ce texte et il va oui, donc vous avez fait œuvre très très importante. Oui, c'était très important effectivement de le faire enregistrer en français. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est Pascal Payen-Penzeller qui l'a enregistré. Oui, absolument, absolument. Alors, nous allons entendre ce texte en français, un petit peu en russe. Un petit peu en russe, oui. Après. Nous siérait-il pas, frères, d'en tenir avec les paroles d'autrefois, les pénibles récits de la campagne d'Igor Sviatoslavitch. Entonnons-le donc, ce chant, qu'il suive les faits de notre temps et non la fantaisie de Boyan, car Boyan le devint, s'il voulait réciter son chant à quelqu'un, s'élançait par la pensée le long de l'arbre comme un loup gris de par la terre, comme un aigle bleu sous la nuée, car il se rappelait, disait-il, les querelles du temps passé. Alors, il lâchait 10 faucons sur un vol de cygnes. Celui qui l'atteignait chantait d'abord son chant au vieux Yaroslav, au vaillant Mtislav, qui égorgea Rededia devant les troupes kazoges, au beau Roman Sviatoslavitch. Mais Boyan, frère, ne lâchait pas 10 faucons sur un vol de cygnes, mais il posait ses doigts magiques sur les cordes vivantes qui, d'elles-mêmes, faisaient retentir la gloire des princes. Нелепо ли наибяшить, братья, начать и старыми словесы трудных повестей о полку Игореве, Игоря Святославича. Начать же с этой песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню, Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творите, то растекашется мыслью по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакой. Помняшить бо рече первых времен усобице, тогда пущашет 10 соколов на стадо лебедей, которые дотечаше та преди песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу и же зарезали дедю пред полки косожскими, красному Романове Святославличу. Alors, chers amis de TV Liberté, si vous voulez voir de près ce très beau livre, si vous voulez l'avoir dans votre bibliothèque, si vous voulez vous faire un immense bonheur, eh bien, il faut aller sur le site internet galeriejpm.fr, comme Galerie Jean-Paul Martin. Bon, une adresse à Paris, mais où vous donnez vos rendez-vous. C'est beaucoup plus. Non, mais je ne vis plus à Paris. Donc vous déplacez. Oui, vous vous déplacez chez. Et une adresse internet galeriejpm@gmail.com. Puis j'ai un téléphone aussi. Et puis un téléphone 06 10 78 78 76. Et là, on peut voir aussi vos autres ouvrages. Vous avez encore des ouvrages. Oui, bien sûr, il y a un autre livre. Alors, un livre comme ça, magnifique, est édité à combien d'exemplaires? 400. 400, très bien. 400. J'ose pas vous demander le prix. Ça se fait ou pas? Ça non, ne se fait pas. Écoutez, est-ce que vous demandez le prix d'une robe haute couture? Non, on ne le demande pas, donc c'est très bien. Et donc, oui, ils sont publiés déjà, les 400. Il est publié, oui. D'accord. Oui, ils sont publiés. Et donc, vous pouvez montrer aussi les autres œuvres que vous avez déjà illustrées par Pierre Joubert. Bien sûr, pour celles qui sont encore disponibles. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter, Jean-Paul Martin? Oui, pour les personnes intéressées par ce sujet très complexe parce que la littérature sur ce texte, elle s'élève à plus de 5000 volumes. Ah, c'est 5000 volumes. Dont peu sont en français. J'en ai un que je peux recommander, qui est édité chez l'Harmattan. Ah oui. Il y en a un autre, les personnes qui sont intéressées pourront me contacter, un universitaire de l'université de Montpellier aussi. Et c'est non seulement... Il y a beaucoup d'éléments sur justement les chroniques, l'authenticité du texte et différentes anecdotes, par exemple les écrits de Pouchkine sur ce texte. Alors il y a autre chose aussi, c'est que
Comme justement, je voulais un petit peu dissiper les zones d'ombre autour de ce texte, j'ai organisé, il y a 2 ans, un entretien entre Pascal Payen-Penzeler et le professeur Blancoff, qui s'était déplacé depuis Bruxelles. Qu'on trouve sur votre site internet. Non, on ne le trouve pas sur un site, mais c'est très volontiers que j'enverrai. On a fait une vidéo, disons, de témoignage, hein, qui n'a évidemment pas des qualités artistiques, mais qui est de témoignage que j'enverrai vraiment très volontiers aux personnes qui seraient intéressées. Il y a 2 heures d'entretien. 2 heures d'entretien. Donc déjà... Alors, ce qui est intéressant, c'est le dit de l'histoire qui finalement, ça illustre un peu notre histoire contemporaine, enfin leur histoire contemporaine, puisque le dit de la campagne d'Igor relate l'expédition malheureuse d'un prince Ruthène contre les Polovts nomades dans les steppes ukrainiennes. Oui. Et c'est tout de même cet ouvrage qui évoque l'histoire des principautés ruthènes médiévales à la fin du XIIe siècle, au moment où apparaît pour les désigner le nom d'Ukraine et où se dessinent les contours du peuple ukrainien moderne. Ah ben on est en pleine géopolitique actuelle. On est en pleine. Dans ce livre, il y a une excellente carte de la situation à l'époque. Et quand on plaque cette carte sur une carte actuelle, oui. On est parti en Biélorussie, parti en Ukraine et parti en Russie de l'Est, dans le sud-est de la Russie. Oui, absolument. Donc c'est étonnant d'avoir un texte de 1185 qui évoque l'histoire d'aujourd'hui. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est décrié aussi. Peut-être pour ça. Ah oui. Parce que certains ne voudraient pas voir l'indépendance de l'Ukraine ou... Ça encore, je ne veux pas sortir de mon domaine de compétences qui est très réduit, mais, ce que l'on peut dire, c'est... Je m'abrite toujours derrière le professeur Blancoff parce qu'il a tellement étudié cette civilisation. Oui. Il dit c'est la preuve qu'il y avait un haut, on ne parle plus de politique là, on parle de niveau culturel, un haut niveau culturel au XIIe siècle dans cette région. Et qui a été détruit après par les invasions mongoles 60 ans après. Ah oui. Donc c'est un point très très important. Et c'est l'époque des troubadours chez nous aussi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et justement, les personnes qui pensent, c'est vrai que la culture des troubadours c'est quelque chose, mais qu'il n'y avait que la culture des troubadours, ne sont pas forcément enclins à admettre qu'au même moment, en Russie, il y avait des poètes de ce niveau. Merci beaucoup Jean-Paul Martin de nous avoir fait découvrir ce texte tout à fait étonnant. Galerie JPM.fr, donc sur le site internet, et une adresse internet galeriejpm@gmail.com. Merci beaucoup Jean-Paul Martin, et peut-être reviendrez-vous en nous proposant pour nous montrer les autres livres illustré par Pierre Joubert. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup Anne. Merci. Amis de TV Liberté, à bientôt dans une autre émission de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique consacrée au patrimoine, nous avons la chance de recevoir à nouveau Reynald Secher. Bonjour Reynald. Bonjour Anne. Et son assistant, on va vous appeler comme ça, Arnaud Desminières, qui l'assiste dans tous ses travaux pour faire le point sur cette restauration extraordinaire de la chapelle Saint-Pierre Lien que vous avez retrouvé, restauré et qui était complètement dans les broussailles. Je voudrais que, en quelques minutes, Reynald, vous nous redisiez cette histoire extraordinaire de ce prêtre qui vous dit, alors que vous avez 17 ans, derrière ces broussailles, il y a une chapelle et tu vas la remonter.
Oui, absolument, j'avais 17 ans. Et ce prêtre, qui est l'abbé Maisonneuve, est un vieil ami de ma grand-mère. Oui. Ça fait 70 ans qu'ils se connaissaient. Et un jour, je me promenais devant cette chapelle, et qui était enfouie vraiment sous un amas de broussailles. Comme toutes les ruines cachées. Comme toutes les ruines. Et banalement, il me dit, tu sais, ici, tu as une chapelle, la première église du village, et tu vas la restaurer. Tu vas la restaurer un jour. Vous savez, à 17 ans, on a des tas de choses à faire, autres que de penser restauration ou d'imaginer qu'un jour, on puisse investir un temps conséquent dans la restauration. Et ça m'est resté gravé... Cela dit, oui, c'est le bon âge pour semer. Oui, c'est le bon âge pour semer. Et ça m'est resté. Et un jour, quelques années plus tard, je suis repassé devant ce tas de broussailles et de ronces, et je me dis, tiens, j'allais voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc, je me suis glissé entre comme un animal, entre la terre et les branches et les ronces, je me suis écorché, etc. Et je suis arrivé dans le silence de l'histoire. Les murs étaient écrêtés, tout est en train de s'effondrer, etc. Les herbes et poussaient un peu partout, et c'était devenu un dépotoir, ce qu'on appelle dans le pays nantais un dépotoir. C'est-à-dire que les gens avaient tout jeté à l'intérieur, ils avaient même agrandi l'ouverture pour y mettre 2 cadavres de voitures. Hein. Il y avait des gazinières, etc. Et je me suis arrêté, et j'ai repensé à ce que m'avait dit quelques années plus tôt le prêtre, et je me suis dit, pourquoi pas ? Mais d'abord, je veux essayer de comprendre l'origine de cette église. Et je commence à travailler et je m'aperçois que c'est la première église du village. C'est-à-dire que nous sommes juste à la frontière brito-française. C'est-à-dire que nous sommes encore en Bretagne et quelques kilomètres plus loin, on tombait en France. Hein. Je rappelle toujours que les Bretons ne sont devenus français que le 4 août 1789. Et donc... contraint et forcé. Contraint et forcé. Et donc, en fait, on avait érigé sur les terres du seigneur Bassamarus, d'où le nom Bassemer, une chapelle consacrée à Saint-Pierre au Lien, et à l'intérieur de laquelle il y avait un morceau du voile de la Vierge, un morceau d'ailleurs du voile de la Vierge qui vient de Chartres, puisque la chapelle Bassemer est une filiale de Chartres par l'intermédiaire de l'abbaye de Marmoutier. Et donc, ce village a été fondé au Xe siècle à partir d'un prieuré qui dépendait de l'abbaye de Marmoutier, et autour de ce prieuré, il y a eu un village qui s'est construit, et au XIIe, XIIIe siècle, le chapitre de la cathédrale de Nantes a échangé des terres avec l'abbaye de Marmoutier, et les terres de la chapelle Bassemer sont revenues au chapitre de Nantes. Et donc, dans un premier temps, cette chapelle du prieuré est devenue l'église du village, et lorsque le cœur du village a été déplacé, eh bien, la chapelle a vu son statut évolué, devenu chapelle secondaire. À la Révolution, elle est nationalisée et rachetée par une famille locale pour la sauver de la destruction. Cette famille est dirigée, est une famille de dotaires, et ils vont redonner à la paroisse cette chapelle. Et elle va être de nouveau renationalisée en 1797. Cette chapelle est emblématique du sort particulier que la République impose aux biens catholiques. C'est deux fois nationalisé, 2 fois racheté. Et donc, ils vont de nouveau la racheter et ils vont la mettre en concession à la paroisse, ce qui évite la 3e nationalisation de 1905. Alors, ce qui a été atroce dans cette chapelle, c'est que les Républicains, la fameuse colonne Cordelier, est arrivée pour massacrer les 10 et 17 mars 1794 les habitants de la chapelle Bassemer, et ils ont enfermé à l'intérieur de cette chapelle on parle de quelques dizaines de femmes, d'enfants et de vieillards, et ils ont mis le feu. Et évidemment, tout a brûlé, etc. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit la façade de la chapelle, on la voit parfaitement à gauche, elle suinte encore. Le feu a tellement été violent qu'avec le temps, eh ben, les pierres suintent encore. Et donc, ils ont restauré cette chapelle au début du 19e siècle, et lorsqu'il y a eu la nationalisation en 1905, l'État a nationalisé l'actif, mais pas le passif. Si bien que la paroisse s'est trouvée ruinée et n'a pas pu entretenir cette chapelle qui s'est effondrée. Alors, ce qui est étonnant, c'est que non seulement vous remontez la chapelle, que l'on voit là sur ce bel écran, mais vous remontez aussi le cloître,
D'abord la sacristie, une petite sacristie que vous avez découvert, qui existait, et puis ensuite le cloître. Alors là, vous devenez architecte, vous devenez magicien. Vous refaites sortir de terre un bâtiment qui n'existait plus depuis un siècle. Alors c'est assez étrange la manière dont ça s'est passé, puisque le challenge dans un premier temps était de restaurer la chapelle, c'est-à-dire de lui redonner sa dimension. Et en fouillant tout autour de la chapelle, je redécouvre le cimetière des moines, qui est un cimetière intérieur mais aussi extérieur, et je retrouve les fondations d'un bâtiment qui s'appuyait sur la chapelle. Donc la sacristie. Et je m'aperçois que c'est une sacristie. Et donc on réétudie les volumes et on va la reconstruire exactement dans les mêmes dimensions. Et puis un jour on voit arriver un vieux monsieur qui me dit « Ah mais dis donc, c'est bien de restaurer le prieuré ». Alors j'essaye de comprendre ce qu'il veut me dire. Et il m'explique ce que je viens de vous expliquer, en fait qu'il y avait un petit prieuré autour de cette chapelle. Et comme on avait fouillé le sol, on s'était rendu compte qu'il y avait des traces de pierre ici et là. Et surtout, ce qui m'avait impressionné, c'est que devant ces morceaux de pierre, il y avait tous les X mètres des trous de creusés dans le sol, dans la roche-mère, et qui avaient été évidemment comblés par de la terre molle. Et donc, ces trous, je les avais notés. Et là, je découvre que c'est les soubassements de colonnes d'un cloître, colonnes sans doute en bois. Et donc, la dimension, on l'a reconstituée, et en parlant avec les jeunes, puisque c'est un travail avec Alors oui, les jeunes. quel est votre rôle? Vous avez travaillé sur ce chantier, Arnaud Denis? Donc voilà, moi j'y suis depuis 2013. Oui. Donc comme les 1200 jeunes qui sont passés depuis 25 ans, parce que c'est entre une cinquantaine et une centaine de jeunes tous les ans qui offrent une semaine, une journée, un mois de leur été pour reconstruire cette chapelle. Voilà. Donc Rénal nous expliquait un petit peu son histoire tout à l'heure et nous parlait quand il est rentré pour la première fois dans cette ruine de silence de l'histoire auquel on peut opposer aujourd'hui une âme complètement rayonnante et puis une joie exceptionnelle. Moi je me souviens en 2013 quand je suis allé pour la première fois dans cette chapelle parce qu'on m'en avait parlé, que des copains m'avaient dit viens, il y a un chantier, tu verras, ça va être sympa et tout. Bon, donc on y va un peu sans trop savoir, parce qu'on n'a jamais fait de chantier de reconstruction, ni quoi que ce soit, ni des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on rentre dans le site et on est complètement subjugué par tout ce qui s'est passé, quoi. Ah oui, oui, de non, voir la chapelle restaurée, le cloître, les arches, les souterrains, les cryptes, toutes voûtées, et de savoir que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été restauré, posé, refait, c'est par des jeunes comme... J'ai envie de vous dire, maintenant, il faudrait que vous attaquiez à l'abbaye de Cluny. Parce que l'abbaye de Cluny, c'est une souffrance de la voir, même quand on voit la reconstitution en 3D, c'est une souffrance, c'est physique. On se dit, mais comment ont-ils fait pour détruire un bâtiment de cette sorte? Donc, la résurrection de ce bâtiment... Je vais rejaillir sur ce que vient de dire Arnaud. Moi, je pense qu'il y a un énorme gâchis dans notre pays. On a une jeunesse extraordinaire dont on ne parle jamais. Cette jeunesse, elle est laborieuse, elle est intelligente, elle est vertueuse, etc. Et ne demande qu'à s'investir. Toutes les qualités. Elle ne demande qu'à s'investir. Bon. Il lui faut des chefs. Il faut des chefs. Bon. Et je trouve que... Ce qui n'est pas votre problème. Et je trouve qu'on a un ministère de la Culture qui essaie de faire ce qu'il peut avec le budget qu'il a, mais ça serait une voie de réflexion, de créer des camps de restauration. Non, mais il ne faut pas que l'État s'en occupe, il faut que ce soit individuel. Mais en tout cas, que l'État non seulement accompagne, mais ne contrarie pas cela pour des raisons fiscales, etc. Oui, il faut facilite bien sûr. Les choses. Aplanissent les voies. Et quand je vois, parce qu'au-delà de la résurrection de la chapelle, tout le reste a été conçu, mis en œuvre, réalisé par des jeunes. Je vois la crypte, l'immense crypte qui est sous le mémorial.
Alors, vous avez aussi construit, donc là c'est une construction, le mémorial à l'autre bout du cloître. Voilà, parce qu'une fois qu'on a reconstruit la chapelle, la bande des jeunes qui était là s'est dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. On est trop contents, et les parents eux-mêmes en disant, c'est extraordinaire, parce que, vous savez, mon fils ou ma fille, d'ailleurs les meilleurs maçons, je tiens à le dire, sont les femmes. Ça ne m'étonne pas. C'est extraordinaire. Je vais faire de cuisine. D'ailleurs, la pâte. La pâte, vous savez. Tous les chefs de chantier pour la réalisation des murs ont été quasiment que des femmes. Hein. Ah oui. Elles sont extrêmement rigoureuses, méticuleuses et d'une méchanceté avec leurs collègues inouïe. Je dirais d'une exigence. Si vous voulez. D'accord, merci. Merci. On n'est pas méchant quand on est exigeant. Exigeant, voilà. Retenons ce mot. Oui, s'il vous plaît. Et donc, la beauté de cette chapelle, c'est vraiment une beauté féminine. Et une fois qu'on a donc restauré cette chapelle, eh ben, ils ne voulaient pas reprendre la banalité de leurs vacances. Et même mes parents m'ont dit, mais surtout continuez. Parce que lorsqu'ils reviennent à la maison, ben, ils restaurent les murs, et ils remettent les ardoises ou les tuiles sur les toits, etc. Donc continuez, puis ils vont amener avec eux leurs amis, etc. Ce que tu as pu constater par la suite. Hein. Et donc, c'est eux qui ont imaginé le mémorial, c'est eux qui ont imaginé la crypte. Alors, la crypte, c'est très intéressant parce que, au-delà de la conception, il faut la réaliser. Donc, ils sont allés voir les maçons qui leur ont dit, nous, on ne sait pas faire. Donc, ils sont allés voir les vieux paysans qui avaient l'habitude de faire leur cave. Oui. Donc ils leur ont demandé leur technique, etc. Ah oui. Et après, il a fallu prendre un modèle, et le modèle, en fait, est issu d'un sous-sol de l'opéra de la ville de Rennes, qui a été transformé en café. Ils sont arrivés un jour avec leur maître, etc. Ils ont tout pris, les mesures, les volumes, etc. Et ils ont reproduit. De même, d'ailleurs, que le cloître. Le cloître est une réplique d'un cloître de Rennes du XVe siècle, qui existe toujours. Et pour finir, qu'est-ce qu'il y a dans le mémorial ? Alors, le mémorial, c'est en fait 3 ensembles. Oui. Le premier ensemble, c'est évidemment l'espace religieux. Oui. Le deuxième ensemble, c'est l'ensemble mémoire. C'est-à-dire que dans le mémorial proprement dit, il va y avoir 3 choses. Pour commencer, la liste des gens qui ont été exterminés, les gens du canton. Ah, on a la liste intégrale. Ça, c'est très bien. C'est quand même extrêmement touchant, émouvant de voir ressusciter non seulement les pierres, mais le nom des personnes. C'est justice. Deuxièmement, localement, on a la liste de tout l'habitat détruit. Oui. Donc, on va la graver. Et troisièmement, on va ériger à l'intérieur du mémorial un certain nombre de statues, notamment la statue de l'abbé Robin, qui a été faite par Madame Duberry. Qui est cet abbé Robin ? Alors, l'abbé Robin, c'est le prêtre réfractaire qui est natif de la chapelle Basse-Mer et qui va revenir chercher la paix et la sécurité au sein de sa famille. Et c'est Madame Dubarry qui a fait C'est Madame Dubarry. Et j'ai oublié un quatrième Daphné Dubarry. Alors, raconte l'histoire de la fresque que nous avons faite. Daphné Dubarry, qui est une très très grande sculptrice. Extraordinaire. Et qui a fait un prêtre en marche. Absolument. C'est très beau. Et le quatrième, puisque c'est toi qui t'occupes de ça. Et alors l'idée de la fresque, c'est donc sur tout le long du mur du mémorial, tout le périphérique intérieur, hein, donc il fait grosso modo 60 mètres linéaires, c'est de faire une grande fresque en plusieurs panneaux, mais tous continus. Oui. Voilà, pour retracer un peu l'histoire de la Vendée, l'histoire de ce soulèvement, de l'extermination, et plus spécifiquement de la chapelle. Vous avez déjà le peintre ? On a un peintre américain. Un peintre américain. On a même le budget, je crois que c'est 36 000 €. Ah oui, c'est fantastique ça. Un peu plus. Bon. Et alors, oui, parce que c'est le moment de dire que vous êtes sur Internet, dans ce site de recherche de fonds. Alors Arnaud va en parler, c'est lui qui a tout géré. Vas-y. Alors, donc c'est une collecte de fonds sur une plateforme qui s'appelle D'Artagnan. D'Artagnan au pluriel. Au pluriel, et il y a de très jolis projets. Et qui est spécialisé dans justement la restauration de patrimoine, la levée de fonds pour la restauration de patrimoine. Et donc le projet, c'est de financer une partie des toitures qui seront posées cet été. Parce que cet été, donc, on pose la toiture du cloître, de la salle des généraux et du mémorial, soit une superficie de 600 mètres carrés. Donc la globalité, le prix global, c'est 130 000 €. Et là, sur D'Artagnan, le premier projet qu'on a mis en place, ça concerne le cloître et c'est donc 20 000 €. Donc c'est tout le mois
Enfin, c'est encore pendant 30-35 jours. Donc, grosso modo, donc allez voir sur D'Artagnan. Jusqu'au 15 avril, donc allez voir sur D'Artagnan. Allez voir sur D'Artagnan, c'est très très émouvant. Et puis c'est plein d'optimisme. Enfin, je veux dire, tous ces gens qui se relèvent les manches et qui entreprennent de trouver les moyens pour restaurer le patrimoine, c'est quand même fantastique. Et puis enfin, vous disiez que ces jeunes partaient après sur d'autres chantiers et qu'il y avait des jeunes filles de votre chantier qui étaient parties au Moyen-Orient. Et qui ont participé à la reconstruction des bâtiments détruits. Alors c'est ça qui est très intéressant sur ces chantiers qui sont ouverts à tous. Hein. C'est qu'on initie les participants aux matériaux, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une pierre, qu'est-ce que c'est le lion, qu'est-ce que c'est une ardoise, qu'est-ce que c'est une tuile. Et puis une fois qu'on les a initiés aux matériaux, on les initie à la pose du matériau dans un ensemble de manière à ce que le résultat soit harmonieux, soit beau, soit esthétique. Donc une fois qu'ils maîtrisent le matériau et une fois qu'ils maîtrisent la technique, ils peuvent faire n'importe quoi chez eux, mais aussi à l'intérieur d'une communauté. J'ai l'exemple très précis qui s'est passé en Normandie. Il y avait une chapelle communale. Un des jeunes qui avait participé au chantier un jour m'a appelé en disant « Viens sur place, donne-nous tes conseils. Je suis en train de monter une association qui, comme la tienne, va restaurer cette chapelle. » Et ils l'ont sauvée. Et pour rebondir, on a cet exemple d'une jeune fille là, qui a été initiée, elle est restée 4-5 ans à la chapelle, et qui a restauré des choses autour d'elle, et puis après qui est allée au Moyen-Orient continuer son œuvre. Et elle-même, elle a formé d'autres personnes. Alors, 1200 jeunes qui sont venus sur ce chantier, à l'heure actuelle, c'est plusieurs milliers qui, grâce à ces 1200 jeunes, ont été formés. Alors, je prends un autre exemple. Par exemple, on détruit systématiquement maintenant les croix dans les cimetières. On les retire, hein. On ne réimplante plus de croix une fois qu'une tombe. Parce qu'on essaye de laïciser les. Complètement. D'ailleurs, vous avez remarqué, chez les fabricants de tombes, il n'y a plus que le dos de canapé. Le dos de canapé, ce que j'appelle un dos de canapé. C'est monstrueux. Absolument. Alors nous, on a monté une structure pour récupérer les croix des cimetières. Vous remarquez, moi j'ai fait ça aussi dans mon cimetière, dans le cimetière de mes parents. Il y avait une croix qui traînait. Elle était dans un coin où elle allait être jetée. Hop. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que devenaient ces croix. Oui. En fait, souvent, elles sont déposées chez les granités locaux qui vont les saucissonner pour les réutiliser, pour utiliser le métal. Etc. Et donc, on a passé des accords avec des entreprises et on a récupéré quelque chose comme 750 croix et on les redistribue. C'est-à-dire, par exemple, à la chapelle Basse-Mer, la commune en a récupéré 2, parce qu'il y avait 2 calvaires qui avaient disparu, et ils les ont réimplantés. Dans la commune circonvoisine, Saint-Julien-de-Concelles, c'était la même chose. Et donc, à travers les collectivités locales, on réessaime, mais aussi les particuliers qui viennent les chercher et qui les érigent soit au bord des routes. J'ai l'exemple, par exemple, d'une jeune fille qui était morte d'un accident de vélo, eh bien la famille est venue chercher une croix et a érigé la croix avec l'accord du paysan pour en souvenir et en hommage à cette jeune fille qui était morte in situ. Et puis, bien entendu, les propriétés familiales, etc. À l'heure actuelle, on doit être à peu près à 720 croix que nous avons sauvées et qui ont été replantées, réérigées. Vous faites un travail absolument extraordinaire. Il faudrait que dans chaque village de France, il y ait un Rénal de Séchère et un Arnaud des Minières. Oh là là, ça je sais pas. Non, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est hallucinant quand on arrive à la chapelle, c'est qu'on réalise qu'on n'a pas forcément, enfin qu'on n'a pas besoin d'avoir des prédispositions, des prédispositions manuelles, d'avoir un diplôme, des connaissances ou quoi que ce soit, mais avec de la volonté, puis un projet et puis le groupe, on arrive à faire quelque chose de super. Ni le capital au départ. Et c'est en cela que tous les grands fondateurs d'ordre et tous les constructeurs d'églises ont agi. Ils ont obéi à une injonction soit personnelle, soit de la Sainte Vierge, construisez une église, et après l'argent est venu. Mais il faut d'abord obéir, il faut d'abord répondre à la nécessité.
Mais vous savez, depuis 20 ans que les chantiers ont eu lieu, on n'a jamais eu de subvention de quelque nature que ce soit. Et ça coûte très cher, l'achat des matériaux. Et en fait, grosso modo, on a œuvré dans 3 directions. Par exemple, j'ai fait des dizaines de conférences. Oui. Tous les fruits des conférences ont été directement à la chapelle. Et puis, bien entendu, il y a les dons individuels, les dons de société. Par exemple, nous n'achetons plus de nourriture pour les chantiers. Comment dire, c'est le papa d'Arnaud qui a un Intermarché qui nous fournit intégralement la nourriture. Bon. Et même tout ce qui est matériel, les matériels, etc. C'est incroyable le nombre. Mais TV Liberté est bien payé pour le savoir. Le bénévolat et la capacité de donner est très importante. Incroyable. Là, par exemple, on cherche des ardoises. Je suis sûr qu'on va avoir un don d'ardoises. Les crochets, idem, le bois, etc. Et en fait, lorsque, au bout de 20 ans, on a fait nos preuves, eh bien, les gens sont incroyablement généreux. Et localement, par exemple, la population était plutôt réservée dans un premier temps. Et maintenant, ils viennent nous apporter de la nourriture, des matériaux, les pierres, par exemple. Toutes les pierres que nous avons utilisées viennent du local. Oui. C'est-à-dire que les gens viennent avec des brouettes, des tombereaux, etc. C'est vraiment extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire et bravo Rénal Sécher, parce que c'est quand même... c'est grâce à tous ces jeunes. C'est vous qui avez... le représentant sur le plateau. Qui avez obéi à ce prêtre de votre enfance, cet ami de votre grand-mère. Et puis bravo à tous ces jeunes... Et quel nom, Maisonneuve. Maisonneuve, oui. Et bravo à tous ces jeunes qui se sentent attelés à ce travail et félicitations et que j'espère que vous ferez beaucoup d'émules en France parce que la tâche est rude et le nombre de très beaux petits monuments, moyens ou grands monuments à restaurer est absolument immense. Mais c'est vraiment une question de volonté, question d'homme. S'il y a la volonté, s'il y a les hommes, on peut tout faire. Et là où il y a une volonté, il y a un chemin. Merci beaucoup Rénal Sécher, merci beaucoup Arnaud Desminières. Et j'espère qu'on va passer sur notre antenne le film entier de la restauration de la chapelle Saint-Pierre-Esslien. Merci beaucoup. Amis TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perles de Culture.